3422 degrés Celsius. C'est le point de fusion vertigineux que doit atteindre le tungstène avant de commencer à se liquéfier. Pourquoi ce métal spécifique possède-t-il une résistance thermique aussi exceptionnelle alors que l'acier s'écoule déjà comme de l'eau à une température bien inférieure? On pourrait croire que tous les métaux finissent par s'évaporer ou se déformer sous une chaleur extrême, mais le tungstène conserve sa structure solide là où l'or se dissipe totalement dans l'atmosphère sous forme gazeuse. Cette capacité de survie thermique unique en fait l'épine dorsale invisible de la technologie moderne. Ce métal refuse de céder face à des contraintes physiques qui détruiraient n'importe quel autre alliage. Sans l'apport crucial de cet élément, les turbines des avions de ligne ne pourraient plus maintenir leur poussée. Les réseaux d'éclairage urbain s'éteindraient et l'intégralité du parc de machines-outils industriels cesserait de fonctionner sur le champ. La suite devient plus complexe car la rareté de la ressource engendre une compétition mondiale féroce pour chaque gramme extrait des profondeurs de la Terre. À première vue, la production de ce métal semble dépendre uniquement de l'extraction minière. Mais en réalité, le secteur industriel dissimule un mécanisme de régénération impressionnant. On peut remarquer que près de 40% du volume total de ce matériau utilisé par la civilisation actuelle provient d'un cycle de recyclage permanent. L'équipement sépare progressivement les composants usés pour les réintégrer dans la chaîne de production, redonnant vie à une substance qui a déjà servi plusieurs fois auparavant. L'élément portant le numéro atomique 74 dans le tableau périodique possède des propriétés mécaniques qui dépassent les standards habituels de la métallurgie. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque l'on analyse sa densité et sa dureté extrêmes, indispensables à la fabrication des outils de coupe et des blindages. Tout se complique encore quand on observe la précision avec laquelle les ingénieurs manipulent cette matière première pour garantir la stabilité des infrastructures mondiales. Le tungstène subit ainsi une transformation constante, oscillant entre sa forme de minerai brut et son état d'outil de haute précision. La caméra glisse le long des lignes de traitement où la matière est purifiée puis compressée pour répondre aux exigences les plus strictes de l'ingénierie aérospatiale et énergétique. Ce cycle de vie perpétuel assure la continuité des opérations industrielles à travers le globe, sans interruption. Chaque étape de la manipulation de ce métal gris-acier souligne son importance stratégique pour le développement technologique futur. On voit comment les fragments de tungstène récupérés sont fondus à nouveau pour entamer un nouveau cycle d'utilité technique. Le flux de matière quitte les centres de traitement, passant à un stade apaisé avant sa prochaine mise en service. 3422 degrés Celsius, c'est la température précise du point de fusion du tungstène, le plus élevé de tous les métaux recensés sur la planète. Pourquoi ce chiffre défie-t-il à ce point la logique des matériaux conventionnels? On pourrait supposer qu'une telle chaleur n'est qu'une donnée théorique, mais en réalité, l'énergie nécessaire pour liquéfier ce métal suffirait à vaporiser instantanément la quasi-totalité des autres composants industriels. Ce niveau thermique est comparable à celui mesuré à la surface d'une étoile, mais ce n'est que le début. À une température de 1648 degrés Celsius, là où l'acier structurel aurait déjà perdu l'intégralité de sa force mécanique pour s'effondrer, ce géant conserve la résistance à la traction la plus élevée parmi tous les métaux purs. La suite devient plus complexe. On peut remarquer comment sa densité extrême influence ses propriétés physiques fondamentales. Tenir un petit cube de ce matériau dans la paume de la main provoque une confusion sensorielle immédiate, car la masse semble disproportionnée par rapport au volume visuel. Cette densité hors norme rend le tungstène techniquement insubstituable dans les applications de haute précision. Il ne subit aucune déformation, ne cède pas sous la contrainte et ne faillit pas là où n'importe quel autre alliage serait pulvérisé en quelques fractions de seconde. L'équipement sépare progressivement les limites du possible de celles de la défaillance matérielle. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Cependant, si ce métal est capable de supporter des contraintes thermiques extrêmes, l'effort requis pour l'extraire des profondeurs de la croûte terrestre s'apparente à une opération industrielle d'une rare violence. À première vue, on pourrait chercher des pépites prêtes à l'emploi, mais en réalité, le tungstène n'existe jamais à l'état pur dans la nature. Il figure parmi les éléments les plus rares de la lithosphère, se dissimulant au cœur de structures minérales complexes comme la wolframite et la scheelite.
3 500 000 tonnes, c'est le volume total estimé des réserves mondiales, dont l'exploitation est jugée économiquement viable. Ce chiffre est dérisoire si on le compare aux gisements de fer ou d'aluminium, ce qui transforme chaque site d'extraction en un actif stratégique majeur pour les puissances industrielles. Tout se complique encore lors de la phase de localisation. Des nations comme la Chine, la Russie et le Canada déploient des infrastructures minières colossales pour atteindre ces ressources. On voit comment les géologues utilisent des technologies de détection de pointe pour cartographier les veines métallifères avec une précision millimétrique. Une fois les gisements identifiés, la force brute mécanique prend le relais pour briser la roche encaissante. Des charges massives d'explosifs industriels sont alors acheminées vers les fronts de taille. La matière se prépare à subir des transformations radicales sous l'effet des détonations contrôlées. Le métal se dépose en attente dans les structures rocheuses avant d'être fragmenté pour son transport. Ce processus de fragmentation initiale marque la fin de la phase de localisation et oriente les blocs de minerais vers les premières étapes de concassage. Des dizaines de mètres de profondeur séparent la surface du gisement de tungstène que les plateformes de forage commencent à fracturer. Pourquoi un tel déploiement de force brute est-il nécessaire pour extraire une simple roche? On pourrait croire qu'un prélèvement direct suffit, mais en réalité, la structure géologique est si dense qu'elle exige un travail implacable et périlleux pour ouvrir la terre. La suite devient plus complexe. Chaque jour, des camions colossaux transportent des milliers de tonnes de minerais en gravissant les pentes abruptes des mines à ciel ouvert. On peut remarquer comment ces engins massifs luttent contre la gravité pour remonter la matière depuis les profondeurs. Chaque bloc de pierre extrait représente une étape franchie dans une logistique mondiale millimétrée. Mais ce n'est que le début. La roche brute n'est qu'une base qui doit traverser un véritable labyrinthe chimique pour atteindre la pureté d'un métal utilisé dans l'industrie spatiale. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. À première vue, la transformation semble être une simple affaire de chauffage, mais en réalité, tout commence par une phase de destruction totale et systématique. Des concasseurs géants et des moulins industriels appliquent une pression de plusieurs tonnes pour broyer les pierres jusqu'à les transformer en une poudre extrêmement fine. L'équipement sépare progressivement les cristaux précieux emprisonnés dans la gangue rocheuse. Une fois cette fragmentation terminée, les ingénieurs utilisent la force de gravité combinée à des aimants d'une puissance exceptionnelle pour isoler le minerai du reste des débris. Tout se complique encore. Le concentré obtenu n'est toujours pas du métal pur et nécessite une plongée dans des réacteurs chimiques complexes. On voit comment la matière subit des bains d'acide successifs et des passages dans des fours à haute température. L'objectif technique est d'éliminer les impuretés au niveau atomique. Le matériau est torréfié jusqu'à devenir de l'oxyde de tungstène, une poudre qui servira de fondation absolue pour toutes les étapes ultérieures. Passage au niveau suivant. Le processus consiste à décomposer la structure naturelle de la roche, atome par atome, afin de la réorganiser selon des spécificités techniques précises. Pour que l'oxyde se transforme en métal, il doit impérativement perdre ses molécules d'oxygène. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Cette réaction se produit à l'intérieur de fours saturés d'une atmosphère d'hydrogène pur. La température monte alors au-delà de 3000 degrés Celsius, un seuil où la plupart des matériaux se vaporiseraient. On peut remarquer la transformation de la matière qui débouche sur l'obtention d'une poudre grise de tungstène parfaitement pure. Mais la suite devient plus complexe en raison d'un détail physique majeur. Il est presque impossible de faire fondre ce métal de manière conventionnelle, car son point de fusion est extrêmement élevé. Le flux de production s'oriente maintenant vers les méthodes de compression thermique. 2800 degrés Celsius. C'est la température approximative que les moules de fonderie classiques ne peuvent supporter, rendant le moulage traditionnel du tungstène totalement impossible. Pourquoi ne pas simplement couler ce métal comme nous le faisons habituellement avec le fer ou le cuivre? On pourrait supposer que la chaleur finit toujours par liquéfier n'importe quelle substance. Mais en réalité, le tungstène possède un point de fusion si extrême que tout récipient contenant le métal en fusion se désintégrerait bien avant lui. L'industrie utilise donc le processus complexe de la sintérisation pour contourner cet obstacle physique majeur. On peut remarquer comment les machines exercent des pressions esmagatrices sur la poudre de métal pour la compacter avec une force colossale.
L'équipement chauffe ensuite cette forme pressée jusqu'à une température proche de la fusion sans jamais l'atteindre tout à fait. Les particules commencent alors à se souder entre elles, se transformant progressivement en une masse solide sans jamais passer par l'état liquide. Mais ce n'est que le début. La suite devient plus complexe avec l'introduction de nouveaux composants dans la structure moléculaire. Le mélange de cette poudre avec du carbone et du cobalt déclenche une transformation radicale de la matière première. On voit comment les éléments fusionnent pour donner naissance au carbure de tungstène, l'un des matériaux les plus durs jamais conçus par l'ingénierie humaine. Cette substance appartient à la catégorie des céramiques métalliques, un hybride capable de scier, de trancher et de détruire presque toutes les autres structures connues sur la planète. Cela ne s'arrête pas à cette étape de création du matériau brut. Avec le carbure de tungstène, les processus industriels disposent désormais de composants quasiment indestructibles pour les travaux les plus rudes. Des outils de coupe et des forêts spécifiques, fabriqués dans cet alliage, sont capables de fendre les métaux les plus résistants avec une aisance déconcertante. Tout se complique encore lors de l'application dans des secteurs stratégiques comme l'extraction énergétique. Dans l'industrie pétrolière, les ingénieurs équipent les têtes de forage de cette céramique métallique pour attaquer les couches rocheuses les plus denses. On peut noter qu'une seule mèche de forage contenant seulement 500 grammes de tungstène suffit à garantir une performance exceptionnelle. Le processus ne fait que prendre de la vitesse car cette petite quantité de matériaux permet de forer des kilomètres de roches abrasives sans défaillance technique. La matière quitte cette phase de conception, passant à un stade de résistance thermique et mécanique absolue. Des milliers de mètres de roches solides et de granitaux sont traversés par ce métal d'une dureté exceptionnelle. Pourquoi l'industrie moderne dépend-elle autant de cette résistance mécanique extrême? On pourrait penser que d'autres alliages feraient l'affaire, mais sans la dureté du tungstène, l'extraction de l'énergie et les chaînes de fabrication mondiales subiraient un arrêt total et immédiat. Mais ce n'est que le début. Ce matériau s'impose également comme un maître incontesté de la destruction. Dans le secteur de l'armement, les ingénieurs exploitent la densité hors du commun du tungstène pour concevoir des projectiles perforants capables de percer les protections les plus épaisses. On voit comment un tel projectile, lancé à une vitesse phénoménale, conserve son intégrité structurelle sans aucune déformation lors de l'impact initial. La suite devient plus complexe. L'énergie cinétique se concentre avec une précision chirurgicale sur un point minuscule de la cible. Le métal traverse les couches de blindage en acier avec une efficacité dévastatrice, illustrant la force brute de la physique appliquée à la balistique. À première vue, on pourrait croire que ce métal n'est destiné qu'à la force létale, mais en réalité, il occupe une fonction de protecteur silencieux dans les domaines technologiques les plus sensibles et les plus fragiles. La médecine utilise ce métal pour un usage noble, notamment au sein des équipements d'imagerie. Sa densité permet de fabriquer des tubes de rayons X performants, ainsi que des boucliers de protection contre les radiations ionisantes. On peut remarquer que contrairement au plomb, dont la toxicité est avérée, le tungstène bloque les rayonnements de manière sûre et efficace pour le personnel médical. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'aviation et l'aérospatiale ne pourraient pas se passer de cet élément pour leurs composants critiques. Des alliages spécifiques à base de tungstène opèrent au cœur même des turbines de Jatos, dans un environnement thermique où la chaleur ferait fondre instantanément n'importe quel autre métal conventionnel. L'équipement sépare progressivement les contraintes thermiques de la performance mécanique. Tout se complique encore lorsque l'on considère son rôle dans l'équilibre des machines de haute précision. Sa masse volumique concentrée en fait un candidat idéal pour servir de contrepoids dans les monoplaces de Formule 1, les voiliers de compétition ou les aéronefs civils. Ces petits blocs métalliques occupent un volume minimal tout en garantissant une stabilité aérodynamique vitale à haute vitesse. L'électronique de pointe bénéficie également de ses propriétés physiques uniques, notamment pour la conduction électrique dans des conditions de chaleur insupportables. On voit comment les filaments et les composants internes résistent à l'incandescence sans se rompre, là où le courant électrique génère des températures extrêmes. Passage au niveau suivant. L'acier atteint ici un standard de polyvalence rare, passant d'un usage purement structurel à une application microscopique. Le flux de la matière s'oriente maintenant vers de nouvelles transformations industrielles. 40% de la totalité du tungstène consommé à l'échelle mondiale proviennent désormais directement de matériaux recyclés.
Pourquoi ce métal spécifique bénéficie-t-il du taux de récupération le plus efficace de toute la planète, alors que les réserves naturelles sont limitées et la demande industrielle insatiable? On pourrait supposer que les outils usés ou les mèches de forage brisées finissent dans des décharges de déchets métalliques ordinaires. Mais en réalité, le tungstène se comporte comme une ressource cyclique capable de renaître indéfiniment de ses propres résidus. Les entreprises spécialisées collectent ces pièces usagées avec une rigueur extrême pour les réintégrer dans la chaîne de production. Ce ne sont pas des débris, mais des ressources stratégiques de haute valeur. Tout se complique encore lors de la transformation physique de ces objets. L'équipement de traitement réduit progressivement ces outils massifs en une poudre d'une pureté absolue, identique aux minerais fraîchement extraits. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Cette poudre régénérée est ensuite soumise à une pression hydraulique intense pour être pressée et fritée une nouvelle fois. On voit comment les presses automatisées compactent la matière pour lui redonner sa forme initiale. Cette méthode de production est nettement moins coûteuse et plus écologique que l'exploitation minière traditionnelle, qui nécessite de fragmenter des montagnes entières pour obtenir la même quantité de métal. La suite devient plus complexe. Ce cycle perpétuel limite de manière drastique les conséquences environnementales liées à l'extraction primaire. C'est la preuve concrète que la technologie industrielle peut atteindre un seuil de durabilité réel. Le tungstène garantit ainsi la pérennité de ressources vitales pour les secteurs les plus exigeants de l'économie. Le tungstène représente bien plus qu'un simple élément classé dans le tableau périodique. Il constitue la structure porteuse invisible de l'ère technologique moderne. On peut remarquer que ce métal agit comme la barrière physique ultime qui sépare les capacités actuelles des limites de l'impossible. Mais ce n'est que le début. Sa présence permet à l'ingénierie humaine de concevoir des aéronefs volant plus haut et des systèmes de forage, atteignant des profondeurs auparavant inaccessibles. L'équipement sépare progressivement les contraintes techniques de la réalité physique grâce à sa résistance thermique exceptionnelle. Sa dureté et son point de fusion hors du commun ne sont pourtant pas ses caractéristiques les plus impressionnantes. Sa véritable force réside dans sa capacité de transformation continue au sein d'un flux de production qui ne s'arrête jamais. Le processus passe doucement à la transformation finale. 60 millions de kilomètres, telle est la longueur colossale des câbles électriques qui enveloppent notre planète en cet instant précis. Pourquoi une telle quantité de métal est-elle nécessaire pour maintenir notre civilisation en fonction ? On pourrait croire que la production de simples fils de cuivre est une tâche routinière et sans difficulté technique majeure. Mais sans une ingénierie de précision capable de transformer la matière brute, la conductivité nécessaire pour alimenter des métropoles entières s'effondrerait sous l'effet de la résistance électrique. La réponse réside dans un processus industriel complexe alliant des températures extrêmes, une pression mécanique intense et une surveillance microscopique constante. Cette distance totale représente assez de fils pour effectuer 1500 fois le tour complet de la circonférence terrestre. Mais ce n'est que le début. Pour permettre à la lumière de s'allumer dans une pièce, il faut d'abord extraire la matière première des profondeurs les plus sombres de la croûte terrestre. On voit comment les strates géologiques sont percées pour atteindre les gisements. La suite devient plus complexe. L'origine de chaque conducteur électrique ne se trouve pas dans un environnement de laboratoire aseptisé, mais dans le vacarme permanent des mines à ciel ouvert. L'équipement sépare progressivement la roche stérile du minerai précieux dans ces zones de transition. À première vue, l'excavation ressemble à un déplacement de terre désordonné, mais en réalité, chaque mouvement de machine est calculé pour optimiser la pureté du cuivre ou de la bauxite extraite. L'industrie transforme ici les débris métalliques, comme ceux provenant d'un ancien avion, pour les métamorphoser en outils de perforation capables de briser l'asphalte le plus dense. L'ingéniosité humaine garantit que ces matériaux ne soient jamais détruits par le temps, mais perpétuellement réutilisés. Tout se complique encore. Des machines titanesques opèrent au cœur de vastes mines qui s'étendent sur des kilomètres de distance. On peut remarquer comment ces engins creusent des cicatrices géantes dans le paysage pour atteindre les veines métallifères. Le sol vibre de manière continue sous la pression des chenilles et des vérins hydrauliques. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Ce tremblement régulier constitue le pouls de l'activité industrielle, là où la technologie affronte directement la résistance de la géologie planétaire. La matière première quitte ainsi la mine pour entamer son voyage vers les usines de transformation. L'acier et le cuivre passent d'un état brut à une forme raffinée
prête pour les étapes thermiques. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Le flux de métal se dirige désormais vers les fonderies, où le feu et la pression finiront par lui donner sa conductivité finale. La matière s'en va plus loin le long de la chaîne. 24 heures sur 24, les opérations se poursuivent sans la moindre interruption pour extraire les ressources enfouies sous la surface. Pourquoi les ingénieurs doivent-ils déplacer des montagnes entières pour 3 fois la taille d'un être humain? C'est la dimension monumentale des camions miniers qui circulent dans les carrières. Ces structures massives en acier parcourent les pistes avec une force mécanique brute, acheminant des tonnes de terre et de roches vers les unités de concassage primaire. Pourquoi utiliser des machines d'une telle envergure pour un simple transport? On pourrait croire que des engins plus petits suffiraient à la tâche. Mais la densité de la roche brute et le volume nécessaire pour alimenter les triturateurs exigent une capacité de charge que seuls ces géants peuvent supporter sans ralentir la chaîne de production. On voit comment les blocs de pierre, dont certains atteignent le volume d'un canapé domestique, basculent dans la gueule des broyeurs. Sous la pression de mâchoires hydrauliques, ces rochers se fendent avec fracas et sont instantanément réduits en fragments de la taille de morceaux de sucre. Mais ce n'est que le début. L'équipement sépare progressivement les débris pour obtenir des particules homogènes, prêtes à être transférées vers les installations de raffinage. À première vue, le matériau obtenu ne ressemble qu'à de la pierre poussiéreuse et sans valeur apparente, mais en réalité, chaque grain contient le potentiel d'un conducteur électrique de haute précision. Pour extraire cette pureté, la matière doit affronter une épreuve thermique extrême. La suite devient plus complexe. La brutalité des chocs mécaniques de la mine s'efface devant l'élévation brutale de la température dans les fonderies de l'usine. Les fours industriels reçoivent le minerai brut pour le soumettre à des chaleurs qui dépassent l'entendement technique. On peut remarquer la lueur intense qui émane des enceintes thermiques, là où le métal est porté à un état de fusion totale. Dans le cas spécifique de l'aluminium, le traitement se transforme en une réaction chimique d'une grande intensité. Tout se complique encore lors de l'immersion du matériau extrait de la bauxite à l'intérieur de cellules de réduction électrolytique. La matière subit ici une transformation moléculaire profonde sous l'influence de courants électriques de haute puissance. L'équipement maintient une stabilité rigoureuse pour garantir que la séparation des éléments se déroule sans aucune interruption. C'est ainsi que l'aluminium commence sa transition vers une forme plus stable et utilisable. Le flux en fusion part plus loin le long de la chaîne de production. 950 degrés Celsius, c'est la température critique où la matière commence à céder sous la contrainte énergétique. Des décharges électriques d'une intensidad colossale parcourent le système, générant une puissance capable de détruire instantanément n'importe quel circuit domestique standard. Pourquoi utiliser une telle force pour briser des liaisons chimiques stables? On pourrait croire qu'une simple fusion thermique suffirait à libérer le métal. Mais sans cette intervention électrolytique massive, l'aluminium resterait emprisonné dans sa structure rocheuse d'origine, rendant toute exploitation industrielle impossible. La roche se liquéfie totalement sous l'effet de cette chaleur de 1742 degrés Fahrenheit. On voit comment l'aluminium pur se détache progressivement pour s'écouler en gouttelettes vers la partie inférieure de la cuve. Le métal se dépose en couches uniformes, formant un liquide pratéado et brillant au fond du bassin technique. Ce flux de métal en fusion se déplace avec une fluidité mortelle, marquant la fin de la première phase de séparation. Mais ce n'est que le début. Le traitement du cuivre exige une rigueur encore plus extrême lors des étapes suivantes. Le métal est plongé dans des bains électrolytiques où le courant électrique agit avec la précision d'un filtre microscopique. L'équipement sépare progressivement chaque atome d'impureté pour garantir que le cuivre atteigne un taux de pureté de 99,9%. La suite devient plus complexe. Aucune tolérance n'est permise au-delà de ce seuil de pureté absolue. Une seule particule de résidu ou de saleté dans la structure cristalline pourrait engendrer un court-circuit fatal à des kilomètres de distance sur la ligne de transport. À première vue, le coulage dans les moules semble être une étape de routine, mais en réalité, la gestion thermique détermine la structure interne du futur conducteur. Le métal liquide incandescent est déversé dans des moules en acier massif pendant que les systèmes de surveillance contrôlent le débit. On peut remarquer comment des systèmes de refroidissement forcé pulvérisent de l'eau avec une pression constante contre les parois du moule. Ce choc thermique fait durcir instantanément la couche externe du métal, tandis que le noyau central reste chaud et malléable.
Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le résultat final de cette phase se présente sous la forme de lingots solides, des barres métalliques massives dégageant une lueur rouge-orangée intense. Un bloc statique ne peut toutefois pas transporter l'énergie électrique vers les habitations. Il doit subir une métamorphose physique complète pour devenir un conducteur fonctionnel, ce qui implique de compresser et d'étirer la matière bien au-delà de ses limites élastiques naturelles. Tout se complique encore lors de l'entrée dans la zone de transformation mécanique. Le lingot brûlant, qui continue d'irradier une chaleur résiduelle importante, est dirigé vers la ligne de lamination. Des cylindres de compression en acier trempé exercent une pression de plusieurs centaines de tonnes sur la surface du métal. On voit comment la barre est forcée à travers des passages de plus en plus étroits, subissant une déformation plastique majeure sous le sifflement de l'hydraulique. L'acier des rouleaux écrase la matière avec une force constante, allongeant progressivement la structure métallique. Le flux de métal transformé quitte maintenant la zone de pression pour rejoindre les étapes de finition. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage. 8 mm d'épaisseur, c'est le diamètre exact que conserve encore la tige de métal après son passage entre les cylindres qui tournent à une vitesse vertigineuse. Le bloc d'acier, initialement massif et court, subit une pression mécanique constante qui l'étire impitoyablement pour le transformer en un long vergalon. Pourquoi cette tige de 8 mm ne peut-elle pas être utilisée telle quelle pour la fabrication des câbles modernes? On pourrait supposer que cette épaisseur est suffisante pour garantir la solidité. Mais en réalité, pour concevoir les fils fins indispensables à la flexibilité et à la résistance des câbles contemporains, la matière doit entrer dans la phase de tréfilage où l'ingénierie atteint une échelle microscopique. Les tiges métalliques sont alors entraînées avec force à travers une succession d'orifices au diamètre de plus en plus réduit que les techniciens nomment des filières. Ces composants critiques sont souvent usinés à partir de diamants industriels pour résister à l'abrasion extrême. Mais ce n'est que le début. La suite devient plus complexe car la vitesse de déplacement sur la ligne de production atteint des dizaines de kilomètres par heure. On voit comment le métal court littéralement à travers la machine, forcé de s'allonger tout en devenant parfaitement circulaire et régulier. De la tige épaisse du départ, le métal se métamorphose en un filament dont la finesse dépasse celle d'un cheveu humain. Le processus ne fait que prendre de la vitesse dans ce que l'on peut décrire comme une forme de violence technique totalement maîtrisée. Des lasers de haute précision surveillent chaque millimètre de ce fil en temps réel pour garantir une uniformité absolue. Si le diamètre subit une variation, même limitée à 1 millième de pouce, le capteur laser détecte l'anomalie et le système de contrôle ajuste les paramètres mécaniques de manière instantanée. On peut remarquer la surface du fil qui devient alors brillante et aussi lisse qu'un miroir sous l'action des filières. Mais un problème invisible persiste au cœur de la matière. Après avoir été ainsi tiré, étiré et contraint à travers les cristaux de diamant, le métal accumule des tensions internes considérables. Sa structure cristalline devient excessivement rigide et perd toute sa souplesse originelle. Tout se complique encore lors des tests de flexion, car si l'on tentait de courber le fil à ce stade, il se briserait net comme du verre. Le métal est alors dans un état de fragilité extrême qui rend son utilisation impossible pour l'étape suivante, sans un traitement thermique spécifique. 600 degrés Fahrenheit, c'est la température précise que le système atteint pour stabiliser le métal, sans pour autant le liquéfier. Pourquoi cette chaleur modérée est-elle si cruciale pour la suite du processus? À première vue, une telle température semble insuffisante pour transformer un matériau aussi dense que le cuivre ou l'aluminium. Mais sans ce traitement thermique contrôlé, les fils resteraient trop cassants pour toute utilisation industrielle réelle. L'énergie thermique agit directement sur la structure microscopique du métal. On voit comment les atomes de cuivre et d'aluminium, dont la structure cristalline a été violemment distorcée et étirée lors de l'étape de treufilage, commencent à se réaligner. La suite devient plus complexe. La rigidité structurelle disparaît progressivement sous l'effet du mouvement moléculaire, tandis que les tensions internes accumulées s'évaporent totalement. Le fil ressort de l'enceinte thermique avec une apparence visuelle inchangée, mais ses propriétés physiques sont fondamentalement altérées. Tout se complique encore lors des tests de résistance mécanique. Là où le métal risquait de rompre auparavant, il devient soudainement d'une souplesse et d'une malléabilité extrême.
On peut remarquer comment les opérateurs manipulent désormais la matière, capables de supporter des torsions et des enroulements serrés sans aucune amorce de rupture. Ce suspiro thermique est une transformation invisible, mais absolument vitale pour la chaîne de production. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Il semble évident qu'un fil unique suffit pour la conduction, mais en réalité, aucun câble moderne ne pourrait fonctionner sans cette flexibilité acquise. Une fois que les brins ont atteint cet état de perfection souple, le système les dirige vers une étape de consolidation mécanique supérieure. Des dizaines de bobines se préparent pour l'une des phases les plus impressionnantes techniquement, la trançage. Un seul conducteur fin demeure fragile face aux agressions extérieures. Cependant, en unissant des dizaines de ces fils, l'équipement crée une corde métallique d'une résistance exceptionnelle. La machine de production, dont les dimensions imposantes rappellent celles d'un wagon de train, supporte des centaines de bobines de métal brillant. L'équipement sépare progressivement les flux de fils lorsque le moteur principal s'active. Le corps central de l'appareil, que les ingénieurs nomment la gaiola, entame une rotation rapide et régulière. Les bobines décrivent des cercles géométriques parfaits, formant un véritable vortex argenté qui s'étire dans l'espace de travail. Mais ce n'est que le début de la formation du câble. Chaque fil individuel est attiré avec une force constante vers un point de convergence unique situé au nez de la machine. À cet endroit précis, les brins se tordent les uns autour des autres, selon une précision géométrique absolue. L'angle de cette torsion est calculé par les ingénieurs au degré près pour garantir l'équilibre du produit fini. Si l'angle est trop serré, la rigidité du câble devient excessive et entraîne une consommation inutile de métal précieux. Une tension silencieuse règne autour de la machine, malgré le zumbido rythmico constant qui emplit l'atelier. Si la torsion est trop lâche, la structure globale risque de se désintégrer lors des opérations ultérieures d'installation sur le terrain. L'ensemble du processus se déroule dans un tourbillon de mouvements synchronisés, où la vitesse de rotation doit correspondre exactement à la vitesse d'étirage linéaire. Des capteurs électroniques surveillent en permanence la tension de chaque fil individuel, traversant la gaiola. On peut remarquer la sensibilité extrême du système de contrôle. Si un seul brin, même plus fin qu'un cheveu humain, vient à se rompre dans ce mouvement circulaire, la machine s'arrête instantanément. La suite devient plus complexe car la recherche de la perfection géométrique est l'unique standard toléré par les protocoles de sécurité. Le flux métallique continue ainsi sa progression méthodique le long de la ligne automatisée. 150 brins de cuivre ne forment désormais plus un simple assemblage de fils lâches à la sortie de la machine. On obtient un conducteur unifié dont les propriétés physiques sont exceptionnelles. Pourquoi cette structure est-elle si particulière? À première vue, elle possède la flexibilité d'une corde de chanvre, mais en réalité, sa résistance mécanique égale celle d'une barre d'acier massif. Sa fonction primaire est de canaliser sans interruption la puissance du courant électrique nécessaire au fonctionnement des infrastructures modernes. Le métal nu représente toutefois un danger mortel immédiat à ce stade de la production. Un contact direct avec le cuivre sous tension entraînerait une décharge fatale pour tout organisme vivant. Il est impératif de lui fournir une armadura protectrice. On voit comment la métallurgie cède alors la place à la science de la chimie industrielle. Le conducteur de métal nu s'engage dans la ligne d'extrusion pour recevoir une enveloppe protectrice que l'on nomme l'isolation. Mais ce n'est que le début. Des dizaines de silos argentés de grande capacité stockent des tonnes de granulés de plastique. Ces petites billes, composées de chlorure de polyvinyle ou de polyéthylène à haute densité, attendent d'être transformées. On peut remarquer leur apparence semblable à de minuscules perles blanches ou parfaitement transparentes. Un système d'aspiration pneumatique transporte ces grains vers l'intérieur d'une extrudeuse massive. L'équipement fonctionne selon le principe d'un pistolet à colle géant dont la puissance de pression est démultipliée. Le plastique subit un échauffement contrôlé jusqu'à se transformer en une pâte visqueuse et totalement homogène. La suite devient plus complexe. Le fil métallique traverse le centre d'une tête de moulage en acier spécial, tandis que le polymère fondu est injecté avec force tout autour de sa circonférence. Le processus s'apparente à l'enrobage d'une pièce de charcuterie, mais avec une exigence de précision se mesurant en micromètres. L'équipement sépare progressivement les flux pour garantir une application parfaite. La couche plastique doit présenter une concentricité absolue autour de lame en cuivre.
Pourquoi une telle précision est-elle indispensable pour la sécurité? Si l'épaisseur de l'isolant est plus fine d'un seul côté, la barrière diélectrique faiblit à cet endroit précis. L'électricité pourrait s'échapper par cette zone de moindre résistance, provoquant des incendies ou des pannes système catastrophiques. Tout se complique encore lors de la phase de refroidissement. Dès que le polymère brûlant entre en contact avec le noyau métallique, le câble plonge dans une piscine de refroidissement s'étendant sur plusieurs dizaines de mètres. Le choc thermique est immédiat au contact de l'eau froide. On voit comment le plastique durcit instantanément, verrouillant sa structure moléculaire et sa forme géométrique de manière définitive. Mais pour les conducteurs de gros calibre, ceux qui sont destinés à l'alimentation souterraine des métropoles, une seule couche de protection s'avère insuffisante. Le processus ne fait que prendre de la vitesse avec l'ajout de blindage supplémentaire. Ces câbles reçoivent des gaines extérieures épaisses conçues pour résister aux agressions des produits chimiques, aux huiles industrielles et même aux incisions provoquées par les rongeurs. On peut remarquer l'application de rubans d'acier ou de plomb pour renforcer l'étanchéité. Certains câbles sous-marins demandent une structure encore plus dense pour supporter la pression des abysses. Le produit quitte cette zone de traitement, glissant lentement vers les dernières étapes de vérification. Des armures d'acier enveloppent les conducteurs pour leur permettre de résister à la pression écrasante qui règne au fond de l'océan. Le résultat final de ce processus complexe est un produit qui semble, en apparence, totalement indestructible. Mais le fabricant ne va pas simplement s'appuyer sur une intuition ou sur la chance pour garantir cette solidité. Pourquoi soumettre une structure aussi robuste à des tests de destruction systématiques? On pourrait croire que la phase de fabrication suffit à garantir la fiabilité. Mais en réalité, la moindre bulle d'air ou une micro-fissure dans la gaine provoquerait une catastrophe irrémédiable une fois le câble immergé ou enterré sous des tonnes de structures. L'usine s'efforce donc activement de briser son propre ouvrage. Avant qu'un seul mètre de ce câble ne franchisse les portes de l'entrepôt, il doit impérativement survivre à ce que les ingénieurs appellent la chambre de torture du contrôle de qualité. On peut remarquer comment les sections de test sont isolées dans des zones de haute sécurité. Les enjeux ici sont particulièrement élevés, car les conséquences d'un défaut dépassent largement le cadre technique. Une défaillance sur ce type de conducteur ne signifie pas uniquement une ampoule qui s'éteint dans un foyer. Cela pourrait entraîner l'arrêt total des systèmes d'urgence d'un centre hospitalier ou provoquer un incendie incontrôlable au cœur d'un gratte-ciel. La première étape de cette série d'épreuves est le test électrique de haute intensité. Une tension largement supérieure à celle que le câble devra supporter durant son exploitation réelle est injectée avec brutalité à travers le cuivre ou l'aluminium. Les ingénieurs surveillent avec une précision absolue la moindre fuite de courant ou la plus petite faiblesse dans l'épaisseur de l'isolant. La suite devient plus complexe. Le processus physique s'apparente à une tentative délibérée de faire éclater un ballon en le gonflant à l'excès. Si le câble présente le moindre point de vulnérabilité, l'explosion se produit immédiatement dans l'enceinte sécurisée du laboratoire de métrologie. Les tests physiques prennent ensuite le relais de l'électricité. Des machines hydrauliques massives étirent le câble jusqu'à son point de rupture théorique pour vérifier que le métal conducteur et la protection plastique ne se séparent pas sous la contrainte mécanique. Tout se complique encore lors des essais thermiques. Des segments de câbles sont enfermés dans des chambres de combustion pour observer si l'isolation résiste aux flammes directes ou si elle se liquéfie prématurément. À l'opposé, d'autres échantillons subissent un gel extrême dans des congélateurs industriels, afin de garantir que la gaine ne se fissure pas lors des hivers les plus rigoureux. On voit comment des lasers de haute précision balayent la surface extérieure à la recherche d'imperfections totalement invisibles à l'œil humain. Ce contrôle ne s'arrête pas à la surface du matériau. Des émetteurs de rayons X traversent l'épaisse couche de polymère pour s'assurer que le noyau métallique est parfaitement centré au milieu de sa protection. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Seul le câble qui traverse l'intégralité de ces épreuves sans la moindre déformation reçoit le sceau officiel d'approbation technique. L'équipement de manutention déplace ensuite le produit fini vers la zone d'emballage finale. On peut remarquer le mouvement rotatif lent des bobineuses qui enroulent les longueurs conformes sur d'immenses tourets fabriqués en bois renforcé ou en acier galvanisé. Chaque cartelle, dont le poids peut atteindre plusieurs dizaines de tonnes, est pesé avec exactitude
et reçoit un étiquetage de traçabilité complet avant son expédition. Le métal et le plastique ainsi transformés sont empilés méthodiquement dans les parcs de stockage en plein air. La matière quitte le centre névralgique de production, passant à un stade apaisé. 60 millions de kilomètres de câbles sont produits chaque année pour répondre aux besoins d'une infrastructure mondiale. Pourquoi cette quantité colossale est-elle nécessaire au fonctionnement de nos sociétés modernes? On pourrait penser qu'il s'agit d'une simple production de masse, mais chaque mètre de fil représente un défi technique et logistique. Une industrie pesant 200 milliards de dollars chaque année assure le déploiement de ces structures dans les tranchées, sur les poteaux et à l'intérieur des parois des bâtiments du monde entier. Ces éléments ressemblent à des pièces de monnaie gigantesques, prêtes à être déroulées pour former les réseaux de communication et d'énergie. Mais ce n'est que le début. Un fil dissimulé dans une paroi n'est pas un simple assemblage de polymères et de métal, car il constitue un véritable survivant des processus industriels les plus extrêmes. On peut remarquer sa genèse lors d'une détonation contrôlée dans une mine de cuivre, où la roche se fragmente sous l'effet de la pression. Le cuivre extrait subit ensuite une fusion dans un environnement chimique complexe, atteignant des températures critiques pour éliminer toute impureté. La suite devient plus complexe. Le métal est étiré à travers des filières en diamant, une matière assez dure pour réduire son diamètre sans briser sa structure moléculaire. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le matériau est ensuite stabilisé par un traitement thermique rigoureux avant d'être intégré dans un mouvement rotatif mécanique. Des vortex de tressage automatisés assemblent les brins avec une précision millimétrée. On voit comment les machines soumettent ensuite le produit fini à des tests de résistance thermique et de conductivité électrique sous haute tension. C'est l'une des réalisations techniques les plus sous-estimées, fonctionnant comme des vaisseaux conducteurs indispensables. Sans cette structure, l'activité des zones urbaines cesserait instantanément par manque de flux énergétiques. Passage au niveau suivant. En 2023, des exploitants agricoles du désert du Nevada ont appliqué une méthode surprenante en recouvrant des terres fertiles avec des tonnes de sel pur. À première vue, cet acte semblait être une erreur économique majeure menant à la destruction du sol. Mais en réalité, il s'agissait d'une stratégie scientifique précise. Les observateurs locaux ont qualifié cette opération de déraisonnable, prédisant la stérilité définitive des parcelles traitées. Tout se complique encore. Pourquoi un tel apport de sel a-t-il pu transformer une zone aride en un centre de production biologique? La réponse n'a l'air évidente que si l'on examine les réactions chimiques souterraines. En une seule saison, ce procédé a permis de multiplier le rendement des récoltes par 400, transformant un risque financier en une réussite industrielle majeure. L'équipement sépare progressivement les données pour analyser ce phénomène enfoui sous la surface. La compréhension de cette mutation nécessite une analyse des conditions climatiques extrêmes de cette région. Le Nevada fonctionne comme une véritable fournaise naturelle, où le rayonnement solaire impacte la Terre avec une force constante. On peut remarquer comment la chaleur intense martèle la surface jusqu'à former une crosta minérale impénétrable et rigide. La suite de l'opération se concentre sur la gestion de cet environnement hostile où chaque paramètre thermique compte. L'acier et le cuivre cèdent la place aux réactions biochimiques dans cette zone de transition. Le processus ne s'arrête pas à cette étape de constatation. La matière organique et les minéraux interagissent sous cette couche durcie pour préparer la phase ultérieure de croissance. L'équilibre entre la destruction apparente et la régénération biologique se stabilise doucement. Le flux de transformation se dirige maintenant vers la phase suivante de traitement. Des dizaines de milliers d'hectares de cultures représentent une zone de combat permanente contre les forces de la nature. Au cœur de cet affrontement se trouve une plante dont la valeur réelle dépasse largement les apparences immédiates, la luzerne. On peut remarquer un champ de luzerne et n'y voir qu'une étendue d'herbe ordinaire. Mais biologiquement, cet organisme constitue une véritable forteresse impénétrable. Elle possède un secret mécanique qui a tenu en échec la technologie agricole durant plusieurs décennies. Pourquoi cette plante dissimule-t-elle un dispositif de défense aussi brutal dans chacune de ses petites fleurs mauves? À première vue, la fleur semble fragile, mais elle fonctionne en réalité comme un piège mécanique. Sous les pétales, la colonne reproductive est maintenue sous une tension extrême, comparable à un ressort d'acier compressé ou au mécanisme de détente d'une arme à feu armée. Mais ce n'est que le début.
L'équipement biologique doit être déclenché physiquement pour que la plante puisse produire des graines, ce métal précieux que les agriculteurs tentent de récolter par tonnes. Pourtant, la luzerne ne facilite aucunement cette opération. Lorsqu'un insecte se pose pour extraire le nectar, le mécanisme se libère instantanément. On voit comment la colonne frappe l'insecte avec une force cinétique violente et totalement inattendue pour un organisme de cette taille. La suite devient plus complexe pour les pollinisateurs. Pour une abeille mellifère commune, ce choc physique est une expérience traumatisante. Cela revient à recevoir un coup direct au visage lors de chaque tentative d'alimentation. Les abeilles communes font preuve d'une intelligence adaptative et apprennent rapidement à contourner le système par la ruse. Elles commencent à extraire le nectar par le côté latéral de la fleur, évitant ainsi de toucher le déclencheur. Le processus ne fait que prendre de la vitesse dans une direction non productive. Le résultat technique est désastreux. Le champ conserve une couleur mauve uniforme et une apparence saine, mais il demeure totalement stérile. Sans le déclenchement mécanique de la colonne, aucune semence ne peut se former. Tout se complique encore pour les exploitations agricoles, car l'absence de graines signifie une absence totale de rentabilité financière. Jusqu'en 2023, cette situation représentait une crise majeure pour l'industrie. Les rendements s'échappaient des mains des producteurs comme du sable sec entre les doigts. Cela ne s'arrête pas à cette étape de perte brute. Les fermes perdaient des sommes colossales, investissant des fortunes en ressources hydriques et en fertilisants chimiques pour des plantes qui refusaient de se reproduire. L'équilibre économique était rompu par ce simple verrouillage mécanique interne à la fleur. L'acier des machines de récolte restait immobile face à des champs improductifs. La matière première restait bloquée dans ce stade biologique, attendant une 70. C'est le nombre d'années qui nous sépare des recherches oubliées de la docteure Clara Martinez sur une crise agricole sans précédent. La terre se chargeait de sel, les coûts de production atteignaient des sommets insupportables et les méthodes modernes échouaient systématiquement les unes après les autres. Pourquoi les solutions technologiques de pointe restaient-elles impuissantes face à une simple fleur ? On pourrait penser que l'ingénierie chimique ou les tracteurs de dernière génération suffiraient à dompter la nature. Mais en réalité, la technologie humaine a fini par perdre sa bataille contre la résistance d'une plante Témosa, poussant les exploitants vers une impasse financière de plusieurs millions de dollars. La solution n'est pas sortie d'un laboratoire futuriste, mais des étagères poussiéreuses d'une salle d'archives universitaire. En parcourant des documents délaissés des années 1970, la chercheuse a exhumé un dessin technique précis. Il s'agissait du projet d'un ingénieur biologique naturel, totalement effacé de l'histoire industrielle moderne. Mais ce n'est que le début. L'entité en question porte le nom de Nomia melanderi, plus connue sous l'appellation d'abeille alcaline. On peut remarquer, à l'étude des schémas, que cette créature s'éloigne radicalement de l'imagerie classique des insectes pollinisateurs. Elle ne construit aucune ruche complexe, ne produit aucun miel pour la consommation humaine et n'obéit à aucune reine. L'équipement biologique de cette ouvrière solitaire est conçu pour une existence souterraine. La suite devient plus complexe, car les registres anciens indiquaient une capacité phénoménale. Elle représentait la clé maîtresse capable de déverrouiller le mécanisme de la fleur de luzerne. L'évolution a calibré cet insecte avec un poids spécifique et une structure physique robuste, indispensable pour déclencher le piston de la fleur. On voit comment la morphologie de l'insecte répond à la résistance mécanique du végétal. Lorsque la fleur se détend et frappe l'insecte avec force, l'abeille alcaline ne prend pas la fuite sous l'impact. Elle absorbe le choc frontal, collecte le pollen libéré par le mouvement brusque et se dirige immédiatement vers la cible suivante. Elle fonctionnait comme la machine biologique parfaite dont l'industrie avait besoin. Tout se complique encore à cause d'un problème catastrophique lié à l'activité humaine intensive. Cet ingénieur naturel avait pratiquement disparu, étant considéré comme fonctionnellement éteint dans les vastes zones agricoles du Nevada. Le progrès industriel est directement responsable de cette éradication silencieuse. Des décennies de passages répétés de charrues lourdes retournant la croûte terrestre ont détruit les habitats souterrains. L'utilisation massive de produits chimiques persistants a fini par briser ce maillon essentiel de la chaîne de production. Le processus s'arrête ici, laissant la Terre face aux conséquences de cette disparition. 60 cm sous la surface,
C'est la profondeur exacte où se trouvait la réponse biologique au problème de récolte dans le Nevada. Pourquoi les ingénieurs ont-ils ignoré pendant des décennies le rôle crucial des tunnels souterrains et de leur approvisionnement naturel? On pourrait supposer que la technologie moderne de l'agriculture intensive suffisait à garantir les rendements. Mais en réalité, l'élimination systématique de la seule créature capable de sauver les cultures a conduit à une ironie technique que la Dr Martinez a finie. Milhões de larvas de abelhas alcalinas constituem o núcleo dessa operação que a imprensa regional classificou inicialmente como um experimento bizarro. Por que investidores agrícolas decidiriam gastar fortunas para converter áreas de cultivo verdejantes em zonas brancas, áridas e aparentemente mortas? À primeira vue, a criação dessas manchas de solo salino no centro das propriedades parece o oposto de qualquer progresso tecnológico, mas essa manobra representa a única aposta viável para a sobrevivência das safras. O terreno preparado para o experimento reflete o sol impiedoso enquanto aguarda a chegada de seus novos habitantes. Mas o processo de ocupação só começa de fato com o movimento de caminhões especializados que estacionam nas bordas dessas áreas brancas. Estes veículos transportam caixotes pesados, que não contêm componentes eletrônicos ou sementes de alta tecnologia. On vê comment les ouvriers déchargent des blocs de terre compacts, renfermant des millions de larvas adormecidas. La suite devient plus complexe. Les travailleurs se contentent de déverser cette cargaison de sol directement sur la surface salée du désert artificiel. L'équipement sépare les blocs de terre pendant que la poussière retombe lentement sur le sol chaud. Il n'y a aucune ruche en bois, aucune structure de protection, ni apiculteur vêtu de combinaisons spéciales pour manipuler les insectes. Tout se complique encore sous le regard des critiques qui voient des millions de larvas être simplement jetées sur une terre brûlante et saturée de sel. Les plateformes numériques ont rapidement relayé les images de ce déchargement massif, provoquant des vagues de moqueries sur l'absence supposée de stratégie des agriculteurs. On peut remarquer que les prédictions d'échec total se sont multipliées, suggérant que la chaleur extrême cuirait les larvas en moins de 48 heures. Cela ne s'arrête pas à cette étape de doute généralisé. Pendant les premiers jours, le silence règne sur la zone alors que le processus naturel commence à s'enclencher au cœur de la Terre. 150 cm, c'est la profondeur maximale que peuvent atteindre les galeries souterraines de ces insectes dans le sol aride. Pourquoi la surface blanche du Nevada restait-elle désespérément immobile malgré les investissements massifs? On pourrait penser que l'absence de mouvement visible en surface trahissait un échec total du projet de pollinisation. Mais en réalité, le silence ne signifiait pas l'absence d'activité, car la biologie travaillait à un rythme invisible pour l'œil humain. La réponse réside dans le cycle de vie complexe des Abellas alcalina, qui attendent le moment précis pour émerger. Le monde extérieur ne voyait qu'une crosta de sel stérile et craquelée sous un soleil de plomb. Les journaux locaux multipliaient les manchettes sur ce qu'ils appelaient un désastre financier imminent, tandis que la tension dans les exploitations agricoles devenait presque insupportable. À première vue, Nevada semblait avoir commis une erreur stratégique majeure, risquant non seulement des capitaux colossaux, mais aussi sa réputation industrielle. Mais ce n'est que le début. Sous la couche de sel protectrice, une véritable métropole biologique s'activait dans l'obscurité totale. On voit comment les femelles, véritables mineurs de précision, commencent à forer la terre avec une régularité mécanique. Elles ne se contentent pas de creuser de simples cavités, elles structurent des infrastructures complexes. L'équipement naturel de ces insectes leur permet de manipuler la terre avec une efficacité que les machines humaines peinent parfois à égaler. C'est pourquoi le système d'irrigation est si critique à cette étape précise de la construction. En contrôlant l'humidité du sol avec une précision mathématique, les ingénieurs ont permis aux insectes de cimenter les parois de leurs tunnels verticaux. Chaque galerie descend jusqu'à 50 cm de profondeur, formant des tubes lisses et extrêmement résistants aux pressions structurelles. La suite devient plus complexe. On peut remarquer comment la crosta de sel, tant décriée par les critiques, remplit une fonction technique de bouclier thermique. Elle réfléchit le rayonnement solaire excessif et durcit pour former une barrière impénétrable contre les prédateurs tels que les fourmis ou les coléoptères. Le sel fonctionne comme une muraille de fortification protégeant l'armée souterraine. Tout se complique encore lorsque l'on analyse la structure globale de ce réseau.
La densité de population sous cette surface atteint des chiffres records sur des zones s'étendant sur 1,5 km. L'équipement sépare progressivement la Terre de la structure finie, révélant une ville souterraine parfaitement organisée. Ce qui semblait être un désert immobile était en fait une usine biologique fonctionnant à plein régime sous les bottes des observateurs. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que l'équilibre entre l'humidité et la dureté du sol est maintenu. Les parois des tunnels ne s'effondrent jamais grâce à cette technique de cimentation naturelle, utilisant les minéraux environnants. L'acier des outils agricoles attend désormais que cette main-d'œuvre invisible termine son travail préparatoire. La matière vivante se prépare pour la phase finale de son développement. Le flux de travail souterrain s'achève doucement, laissant la place à la prochaine étape du cycle de production. 1000 nids opèrent côte à côte sur chaque mètre carré de ce sol salin, transformant la Terre en une véritable métropole souterraine invisible. Pourquoi une telle densité de population est-elle possible dans un environnement aussi hostile? On pourrait croire que le sel détruirait toute tentative. 1200 à 1300 kg par hectare, c'est le volume massif que les agriculteurs ont commencé à récolter après la mise en œuvre du projet. Pourquoi une telle explosion de rendement par rapport aux moyennes habituelles? On pourrait supposer que seule une chimie de pointe permettrait de tels résultats. Mais en réalité, le rendement précédent de 300 à 400 kg a été multiplié par 3 ou 4 en une seule saison, validant immédiatement les investissements millionnaires injectés dans les lits de sel dès la première coupe. L'investissement colossal s'est avéré rentable au-delà de toutes les prévisions initiales. Cette décision, jugée irrationnelle par beaucoup, a totalement déstabilisé les modèles économiques établis. On peut remarquer comment la technologie biologique ancienne et implacable de la nature a surclassé les méthodes de la chimie moderne et de la machinerie lourde avec un écart de performance considérable. La suite devient plus complexe. Des carrés blancs et géométriquement parfaits découpent désormais la surface du désert de Nevada. Vu d'une altitude élevée, l'équipement sépare visuellement ces zones brillantes du vert continu des cultures environnantes. Ces structures ne représentent pas des zones dégradées, mais s'érigent comme des preuves techniques d'une compréhension supérieure des cycles naturels. Mais ce n'est que le début. La perception du progrès technique se limite souvent à la conception de nouveaux processeurs ou de laboratoires isolés. Pourtant, dans cette zone géographique précise, l'industrie lourde a intégré une donnée fondamentale basée sur l'observation des processus millénaires. L'ingénierie a dû accepter une forme de retrait face aux mécanismes de terrain éprouvés par le temps. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. S'engager vers l'avenir nécessite parfois de réévaluer des méthodes ancestrales avec une rigueur scientifique totale. Il a fallu une précision de calcul extrême pour choisir d'introduire intentionnellement du sel dans une terre fertile en se fiant à un cycle de tests naturels s'étendant sur des millions d'années. L'observation montre que l'innovation ne réside pas toujours dans la création de nouveaux outils mécaniques, mais dans la restitution des équilibres fondamentaux du sol. Les revenus générés par les surplus de semences confirment la validité physique et économique de cette approche industrielle. La force invisible de ce mécanisme de transformation continue de produire des résultats mesurables à grande échelle. Tout se complique encore lorsque l'on considère l'ampleur des prochaines étapes de production. 8 ostras sur 10 servis actuellement proviennent de processus dont la gestion technique reste souvent méconnue. Le passage au niveau suivant de la chaîne logistique et de production s'opère dans la continuité de ces découvertes. Le flux de matière et de ressources quitte cette phase pour rejoindre les circuits de distribution mondiaux. 11 900 000 tonnes d'huîtres sortent chaque année des eaux territoriales chinoises pour saturer le marché mondial de la gastronomie. Pourquoi un tel volume de production génère-t-il une crise écologique majeure sur les côtes de l'Asie? À première vue, on pourrait penser que ces carapaces naturelles retournent simplement à l'océan pour se dissoudre sans laisser de traces. Mais en réalité, la structure biologique du mollusque empêche cette décomposition rapide, transformant les résidus de table en des massifs de déchets qui ne disparaissent jamais. La Chine exploite une ligne côtière étendue sur 11 200 km, une frontière maritime transformée en la plus grande plateforme de production de protéines marines de la planète. Cette industrie colossale dépasse en volume les productions cumulées de nations majeures comme les États-Unis d'Amérique, le Japon et la France.
Mais ce rendement exceptionnel se heurte à une réalité physique incontournable. 10% seulement de la masse totale d'une huître constituent la partie charnue destinée à la consommation humaine. Les 90% restants forment une armure de carbonate de calcium, une protection minérale aussi dure que le granit. La suite devient plus complexe car cette matière organique ne se dégrade pas à l'échelle d'une vie humaine. 6 600 000 livres de coquilles sont ainsi rejetés chaque année, créant un défi logistique aux proportions monumentales. On peut remarquer comment ces déchets s'accumulent le long des plages des provinces de Fujian et de Guangdong, formant de nouvelles structures géologiques artificielles. Ces montagnes blanches s'élèvent sur plusieurs mètres de hauteur, modifiant durablement le relief naturel du littoral. Tout se complique encore sous l'effet du climat subtropical. La chaleur humide transforme ces dépôts massifs en d'immenses réacteurs chimiques à ciel ouvert. Les résidus de chair emprisonnés dans les anfractuosités des coquilles entrent dans un cycle de putréfaction accéléré, favorisant la prolifération de colonies bactériennes. L'équipement de nettoyage est souvent absent, laissant la décomposition libérer des nuages invisibles mais toxiques de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac. L'air environnant se charge de ces gaz corrosifs qui agressent les voies respiratoires des populations locales et saturent l'écosystème immédiat. On voit comment les rejets gazeux finissent par empoisonner les plans d'eau voisins, provoquant une mortalité massive chez les poissons. Le paradoxe réside dans le fait que ce rebut mortel contient précisément les composants nécessaires pour régénérer un sol agricole devenu aussi acide que du jus de citron. Le passage au niveau suivant consiste à transformer cette menace environnementale en une ressource stratégique capable de stabiliser la structure chimique des terres cultivables à travers le monde. L'acier et la technologie interviennent désormais pour transformer ce calcaire brut en or blanc pour l'agriculture. Le traitement de ces millions de tonnes de carbonate de calcium commence par une phase de broyage intense. L'acier des concasseurs réduit les armures naturelles en une poudre fine, prête à neutraliser l'acidité des champs. Le processus s'achève sur cette transformation physique, préparant la matière à sa nouvelle fonction régulatrice. 264 millions de livres de coquilles d'huîtres sont déversés chaque année dans les entrailles d'un complexe industriel titanesque. Pourquoi transformer une montagne de déchets malodorants en une ressource stratégique pour l'agriculture? On pourrait supposer que le calcaire traditionnel extrait des mines suffirait à réguler les sols. Mais en réalité, le carbonate de calcium biologique issu des océans possède une structure moléculaire spécifique capable de soigner une terre que la chimie minérale classique ne parvient plus à sauver. Une crise de pollution majeure frappe les côtes, tandis qu'à quelques kilomètres seulement à l'intérieur des terres, le territoire de Fujian subit une agonie silencieuse. On peut remarquer, en observant les vergers de fruits depuis 2021, des scènes de désolation où la terre se fragmente en plaques rigides. Le sol fertile s'éteint sous l'effet d'une acidité extrême. Le pH du substrat a chuté de manière critique pour atteindre des valeurs comprises entre 3,8 et 4,2. Ce niveau d'acidité est comparable à celui d'un jus de citron pur, rendant l'environnement souterrain totalement corrosif. L'équipement de mesure confirme que la Terre est devenue une surface hostile, où les racines des arbres brûlent instantanément au contact des minéraux. Tout se complique encore lorsque les précipitations surviennent. L'eau ne pénètre plus dans les pores du sol, glissant sur une croûte imperméable qui ressemble à du cimento mouillé. Mais ce n'est que le début. Les autorités locales ont reconnu une réalité technique alarmante pour la sécurité alimentaire. Sans une intervention structurelle immédiate, des zones de culture entières seraient définitivement abandonnées dans un délai de moins de 15 ans. Le paradoxe est frappant. Des massifs de calcium polluent l'air sur le littoral, alors que les terres intérieures s'épuisent par manque de ce même élément. La suite devient plus complexe car il a fallu concevoir une passerelle industrielle entre ces deux catastrophes environnementales. L'idée ne repose pas sur une technologie expérimentale, mais sur l'industrialisation massive d'un principe ancestral de recyclage organique. Les ingénieurs ont identifié que les résidus marins constituent des gisements de calcaire biologique pur, bien qu'ils soient initialement sous une forme hautement toxique. Pour convertir ce déchet en un amendement capable de stabiliser le pH des sols, une infrastructure de production unique a été érigée à Rui'an. Cette usine massive fonctionne sans interruption avec une capacité de traitement phénoménale.
On voit comment les camions déchargent des tonnes de coquilles brutes directement dans des triturateurs industriels de grande puissance. Ces machines brisent de la structure calcaire initiale avec une force brute constante, réduisant les fragments en particules de plus en plus fines. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le véritable cœur technologique de l'opération réside dans l'application précise de l'énergie thermique. Les coquilles préalablement broyées sont projetées dans des fours rotatifs gigantesques pour subir une phase de calcination rigoureuse. On peut remarquer la rotation lente et lourde de ces cylindres d'acier où la matière circule. À l'intérieur de ces enceintes thermiques, la température s'élève progressivement jusqu'à atteindre 473 degrés Fahrenheit. Cette chaleur extrême ne se limite pas à la simple transformation physique. Elle garantit l'élimination totale des agents pathogènes et des résidus organiques restants dans le calcaire. Le passage au niveau suivant s'effectue dans la zone de refroidissement où la matière stabilisée commence son parcours vers les champs. Le flux de minéraux régénérés quitte le four, passant à un stade apaisé. 245 degrés Celsius, c'est la température exacte maintenue avec une rigueur absolue à l'intérieur du tunnel de chauffe. Pendant une durée précise de 30 minutes, les coquilles d'huîtres subissent un traitement thermique intense dans cet environnement contrôlé. Pourquoi soumettre cette matière brute à une telle fournaise? On pourrait penser qu'un simple lavage suffirait à préparer le matériau pour l'agriculture. Mais sans ce passage dans l'enfer thermique, les résidus organiques restants compromettraient la pureté du produit final. La chaleur remplit deux fonctions techniques fondamentales et indissociables. On voit comment le processus commence par une stérilisation totale, où chaque bactéria nocive ou fragment de tissu organique résiduel est instantanément réduite en cendres sous l'effet de l'incandescence. Parallèlement, le choc thermique modifie la structure moléculaire et physique de la coquille, la rendant extrêmement fragile et cassante. Mais ce n'est que le début. La matière solide perd sa cohésion initiale, ce qui facilite son broyage ultérieur en une texture poudreuse. Ce qui émerge à l'autre extrémité de la ligne de production automatisée est une poudre blanche d'une finesse extrême, officiellement désignée sous le nom de biocalcium océanique. On peut remarquer la régularité des grains qui s'écoulent des conduits de sortie. Cette substance ne doit pas être confondue avec un simple résidu minéral inerte ou de la poussière de pierre ordinaire. Il s'agit en réalité d'un conditionneur de sol complexe, concentrant une multitude de minéraux essentiels, que les terres agricoles de Fujian ont épuisées après des décennies d'exploitation intensive. Le produit agit mécaniquement et chimiquement comme un agent de neutralisation pour les terrains cultivés. D'apparence facile à épandre, il fonctionne en réalité comme un régulateur de pH naturel pour les sols dont l'acidité est devenue trop élevée. Si l'on compare un sol acide à un organisme souffrant de troubles gastriques, cette poudre intervient pour neutraliser l'acidité de manière immédiate. L'équipement sépare progressivement les nutriments auparavant bloqués par les réactions chimiques du sol, libérant ainsi le potentiel nutritif pour les racines. La suite devient plus complexe. L'interaction entre le calcium et les minéraux recrée un écosystème souterrain, où la vie microbienne peut à nouveau se développer de façon optimale. Là où s'accumulaient autrefois des montagnes de déchets encombrants et potentiellement toxiques, on compte désormais 220 millions de livres d'un amendement agricole pur. On voit les machines d'ensachage remplir des milliers de sacs destinés à la protection et à la régénération des récoltes. Tout se complique encore lors du passage à l'application réelle. L'application théorique semblait parfaite dans les laboratoires, mais le secteur agricole demeure un environnement technique imprévisible et sujet aux variations climatiques. Le véritable test opérationnel a débuté au moment précis où les camions chargés de cette poudre d'huître ont atteint les exploitations agricoles les plus dégradées de la région. On peut remarquer comment la réaction du terrain a été immédiate, offrant des indicateurs visuels de rétablissement qui ont surpris les experts techniques chargés du suivi. Le métal des charrues retourne désormais une terre dont la structure physique a été transformée en profondeur par cet apport marin. La matière pénètre les couches arables, initiant une phase de restructuration chimique stabilisée. De là, la transformation se dirige vers la phase suivante de traitement. 60% d'augmentation de la productivité. C'est le résultat spectaculaire observé lors des premières applications sur les cultures de ciboulette, une ressource agricole vitale pour toute la région.
Pourquoi ce simple amendement naturel a-t-il provoqué une telle transformation biologique sur des plants qui, auparavant, restaient chétifs et jaunis par les carences? On pourrait supposer qu'un engrais industriel puissant a été injecté massivement dans les sols épuisés. Mais en réalité, cette résurrection provient exclusivement de l'utilisation de la poudre de coquille, permettant d'obtenir plus de nourriture sur une surface identique sans aucun apport chimique supplémentaire. Mais ce n'est que le début. Les ingénieurs ont installé des capteurs de précision sous la surface des vergers de pamplemousse pour surveiller l'évolution des paramètres souterrains. On voit comment les indicateurs de pH ont progressé de 1,1 point, permettant au sol de quitter définitivement la zone critique d'acidité qui bloquait la croissance des racines. Le taux de matière organique, véritable carburant de la vie microbienne, a progressé de près de 28% en quelques cycles seulement. L'équipement de surveillance confirme que les arbres ont cessé de perdre leurs fruits de manière prématurée. La suite devient plus complexe. On peut remarquer l'éclat des feuilles qui retrouvent une coloration verte profonde et saturée, signe d'une photosynthèse optimale. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Lors d'expérimentations menées sur des cultures de laitue, les résultats ont dépassé les prévisions purement agronomiques en touchant à la qualité intrinsèque du produit. Les plantes cultivées avec cette poudre marine ne se sont pas contentées de croître plus rapidement. Elles ont développé des propriétés organoleptiques supérieures aux standards habituels. Tout se complique encore lorsque l'on analyse la structure même des feuilles. La laitue est devenue plus croquante, sa saveur est devenue plus sucrée et les analyses en laboratoire ont révélé une concentration en vitamine C bien plus élevée que dans les spécimens traités avec des fertilisants chimiques classiques. Le marché de gros a immédiatement réagi à cette amélioration de la qualité biologique. Les prix de vente ont enregistré une hausse située entre 12 et 18%. La suite devient plus complexe. 300 000 familles rurales ont vu leur situation basculer grâce à cette mutation technologique et environnementale. Ce n'était pas seulement une avancée technique froide, mais une véritable restructuration de l'économie locale basée sur le recyclage. On voit comment le cycle s'est refermé avec une précision remarquable, où les résidus issus des océans viennent soigner les terres cultivables. La terre, ainsi régénérée, récompense l'effort humain par des récoltes plus abondantes et plus rentables. L'acier des outils agricoles travaille désormais un sol plus meuble et plus riche en nutriments essentiels. Cela ne s'arrête pas à cette étape de succès économique et productif. Le système semble fonctionner comme une boucle parfaite où le déchet devient une ressource de haute valeur. Cependant, la nature ne fonctionne pas comme une machine mécanique qui obéisse de manière aveugle et systématique aux volontés de l'ingénierie humaine. Le processus passe doucement à la transformation finale. 37 milliards 500 millions de livres d'arachides sortent chaque année des terres de Chine, plaçant le pays au rang de premier producteur mondial pour cette culture stratégique. Pourquoi l'application de la poudre de coquille d'huître sur des champs dégradés a-t-elle provoqué un effondrement des récoltes alors que la qualité chimique du sol s'améliorait? On pourrait penser qu'un pH plus élevé et une terre plus meuble garantiraient une productivité record. Mais en réalité, l'intervention a perturbé un équilibre biologique invisible à l'œil nu, prouvant que la technologie ne peut pas simplement ignorer les mécanismes naturels complexes. L'arachide appartient à la famille des légumineuses et tire sa force d'une symbiose avec des bactéries racinaires spécialisées qui fixent l'azote atmosphérique. On voit comment la modification brutale de l'acidité du sol par l'apport massif de carbonate de calcium a généré un choc systémique pour ces micro-organismes. Les bactéries n'ont pas réussi à s'adapter à la vitesse de cette mutation environnementale imposée par l'homme. La suite devient plus complexe. Cette expérience a servi de rappel technique fondamental. Les processus biologiques possèdent une inertie que l'ingénierie ne peut pas accélérer par la contrainte. Le sol nécessite une période de recalibrage pour que l'écosystème intègre les nouveaux paramètres chimiques. La poudre d'huître, malgré sa puissance, ne constitue pas une solution immédiate universelle pour toutes les variétés végétales. Mais ce n'est que le début. Pendant que les agronomes apprenaient la patience face au cycle de la Terre, d'autres experts se concentraient sur l'origine du problème, là où les montagnes de déchets prenaient racine, le milieu sous-marin. 85% des récifs naturels d'huîtres de la région ont été rayés de la carte au cours des 150 dernières années. On peut remarquer que le fond marin, autrefois structurellement riche comme une forêt, s'est transformé en un déserto de boue stérile et lisse. Tout se complique encore.
La restauration de cet habitat n'a pas nécessité de capteurs sophistiqués ou de matériaux composites, mais le recours à une ingénierie ancestrale datant de 3 siècles. L'équipement sépare progressivement la zone de travail des courants violents grâce à des méthodes manuelles. On voit comment des ingénieurs et des biologistes ont délaissé le béton et les structures métalliques pour utiliser de simples pieux en bambou et en bois. Ces éléments sont enfoncés à la main dans les vasières côtières, créant une armature rudimentaire mais efficace. La suite devient plus complexe. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que l'infrastructure attend les larvas en suspension. Le but est d'offrir une base solide et rugueuse sur laquelle les larves d'huîtres flottantes peuvent se fixer sans être emportées par le flux. L'absence de machines lourdes permet de préserver l'intégrité du sédiment pendant que la force des marées assure le transport naturel des organismes. L'équipement sépare progressivement les zones de colonisation. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. En quelques mois seulement, les pieux de bois disparaissent sous une croûte vivante de nouveaux mollusques. La biomasse locale a été multipliée par 10, un résultat qui dépasse les prévisions techniques les plus optimistes des spécialistes. La suite devient plus complexe, mais la véritable efficacité de ces récifs artificiels ne réside pas uniquement dans la création d'un habitat dense. Une seule huître adulte fonctionne comme une véritable unité de filtration biologique autonome. Le métal se dépose en couche uniforme n'a pas sa place ici, car c'est l'organisme lui-même qui purifie l'eau environnante à un rythme soutenu. On peut remarquer comment chaque spécimen aspire et rejette le liquide, agissant comme une pompe naturelle permanente. La matière quitte le stade de simple déchet pour devenir un moteur de restauration écologique. Le flux de l'eau traverse les récifs nouvellement formés, emportant les particules en suspension. Le traitement ultérieur ne fera que renforcer la clarté du milieu marin à mesure que la colonie s'étend le long de la côte. La matière passe doucement à la phase suivante de sa régénération biologique.